sommaire ce soir, la polémique sur l'environnement des installations nucléaires de La Hague qui seraient gravement contaminées, selon un rapport. La réforme de la Poste, la condamnation à 8 ans de prison de l'ex-inspecteur Compin pour le meurtre d'un jeune Zaïrois dans un commissariat parisien. La controverse autour de l'ARC qui aurait financé des municipalités socialistes en 84 et 85, démenti indigné du PS, le voyage d'Alain Juppé à Moscou et le grand dossier de la violence à la télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. La rage de Blénaud, la folle aventure continue en Coupe de France pour ce petit club lorrain de National 3 qui a déjà éliminé Bastia au tour précédent et qui hier soir a sorti un autre club de première division, Le Havre, des 16e de finale de la Coupe de France. Céline Géraud. Ce matin, quand Blénaud se réveille, le stade est vide, mais dans la tête des supporters, c'est encore plein de souvenirs. Tout le public a sauté en l'air, c'était terrible, il y avait une émotion, il y avait... J'ai même pas de mots pour le dire tellement, j'en crache d'ailleurs, et tellement c'était... Moi je vois que le mot terrible, il n'y a pas d'autre mot pour moi. Ici, tout le monde est content, parce que maintenant, en passant par la Lorraine, on se souviendra peut-être de Blénaud. Entre Metz et Nancy, 4769 habitants et plus de 3500 hier soir au stade. Personne n'a oublié non plus le tir au but manqué par le joueur du Havre, Ibrahim Ba. Après le rêve, on veut croire au paradis. Je vais vous dire une chose, on n'a pas été au match, hein, mais on a écouté à la radio. Et dès qu'on a su que machin, ben, la bouteille était ouverte. Et il faut savoir qu'en 86 ils sont qualifiés comme ça. On dit tous les 10 ans, 86 c'est une bonne année. Il y a 10 ans, Blénaud avait déjà perdu contre Marseille. Drôle de coïncidence. C'est vraiment super. Marseille c'est des mais pour nous c'est une DA. C'est un super club, on est content de jouer contre eux. Je suis très contente, oui, ça va rappeler des bons souvenirs. Le 24 février, ils seront sûrement plus de 4000 au stade des Fonderies. Et ce soir-là, c'est sûr, ça va chauffer. En huitième de finale, Blénaud va donc retrouver l'Olympique de Marseille. En 86, on l'a vu déjà en huitième de finale, les Marseillais avaient gagné 3-0, mais c'était au stade Vélodrome. Et cette fois, le match sera disputé dans le petit stade des Fonderies. Parmi les autres têtes d'affiche de ces huitièmes de finale, vous le voyez, des matchs qui se dérouleront le 24 février. Les matchs Auxerre-PSG et Lille-Monaco. Polémique après l'odyssée de 8 skieurs allemands qui ont passé 2 nuits dans la neige à 2300 mètres d'altitude au-dessus de Valmorel. Le syndicat national des moniteurs de ski français affirme que ces skieurs étaient encadrés, je cite, par un pseudo-moniteur étranger. Quoi qu'il en soit, cette aventure pose le problème de la sécurité des skieurs, d'autant que les avalanches ont fait aujourd'hui de nouvelles victimes. Sur place, Didier Guyot, Philippe Fivet. C'est où qui s'est boité là? Ça doit être là-dessus, là, dans la 10, sous P10 là-bas. Ouais. C'est un petit cassage là-bas. 14h45, l'alerte est donnée. Un surfeur pratiquant le hors-piste a été emporté par une coulée de neige. Aussitôt de tous côtés, moniteurs, pisteurs et secouristes accourent. Le matériel est chargé, il faut faire vite, chaque minute compte. C'est un groupe de 3 surfeurs évoluant en toute liberté qui s'est fait surprendre. Les 2 premiers sont passés, le 3e est enseveli sous 5 mètres de neige. Sondez. Organisé par vagues de 10 à 15 personnes, on sonde cet immense amas de neige. Toute la matinée, les artificiers ont déclenché des avalanches, la poudreuse est surabondante, ce qui est hors piste et suicidaire. Il faudrait une vague, 2 vagues sur le sommet. 16h, le surfeur est enfin découvert, mais il est dans le coma. C'est un jeune garçon travaillant à Valmorel, un amoureux de la poudreuse. Il connaissait les dangers, mais il est passé. Tellement excellente comme ça, bon, c'est sûr qu'on peut les comprendre. C'est un peu leur logique. C'est triste. Ouais, c'est triste. La station de Valmorel multiplie les appels à la prudence par voie de radio et d'affichettes. Les coulées de neige se succèdent et pourtant de tels accidents arrivent. Il est tombé 1 mètre de neige là sur les Alpes du Nord ces jours derniers. Il ne faut pas sortir des pistes, ces jours-là. Il y a d'autres jours où le ski hors piste est possible, il y a des jours non. Et pourquoi les gens le font selon vous? Allez savoir, le plaisir. Ce week-end, les premiers vacanciers envahiront la station et les professionnels du ski ne peuvent que les encourager à la plus grande prudence. L'environnement des installations nucléaires de La Hague près de Cherbourg dans la Manche est gravement contaminé selon une étude menée par la CRIRAD, un laboratoire français indépendant spécialisé dans les études sur la radioactivité. Reportage Jacques Cardoz, José Blanc-Lapierre. Les environs du site de La Hague seraient contaminés gravement, selon la CRIRAD, un laboratoire indépendant qui publie aujourd'hui ses résultats après 6 mois d'enquête. De l'iode 129 aurait été trouvé sur des échantillons de mousse prélevés jusqu'à 7 km du centre de traitement.
L'iode 129 est un gaz toxique radioactif sur une très longue durée. D'autres polluants auraient aussi été détectés dans les eaux des rivières. Pour le laboratoire, ces traces révèlent des rejets importants dans l'atmosphère. Notamment dans l'air, ce qu'on remet en question, c'est que la COJEMA ne mesure pas de façon précise la quantité considérable de gaz radioactif qu'elle relâche. On a mesuré de l'iode 129 qui a plusieurs millions de périodes. C'est un corps toxique qui peut provoquer des leucémies. Pour la COJEMA, responsable du plus grand centre européen de traitement de déchets radioactifs, cette étude n'est pas une révélation. Selon le directeur, des mesures dans l'atmosphère et dans l'eau sont effectuées régulièrement. Les chiffres sont publiés. Ils ne comportent rien d'anormal, les seuils autorisés n'étant pas dépassés, explique l'organisme officiel. Ce soir, dans le Cotentin, après l'affaire du stockage des déchets et l'enquête qu'elle a provoquée, on se demande à qui se fier. Une nouvelle information, une nouvelle inquiétude. Donc nous demandons à savoir exactement ce que ce peut être. Et le maire d'annoncer son intention d'alerter le Conseil général et de réunir tous les élus du canton. Les jurés de la cour d'assises de Paris ont condamné l'ex-inspecteur de police Pascal Compin à 8 ans de prison pour le meurtre d'un Zaïrois de 17 ans tué lors de sa garde à vue dans un commissariat du 18e arrondissement en 93. Le parquet avait demandé une peine minimale de 10 ans de réclusion, un verdict qui a suscité une vive émotion chez les amis de la victime. Sur place, Dominique Verdeillan, Jacques Gérard. Le verdict à peine tombé, des cris ont retenti dans la salle d'audience puis dans la salle des pas perdus. Les proches de Macomet crient leur déception, leur colère, s'en prennent violemment au juge. C'est scandaleux pour la République. Bravo la France, on y abat des gens comme des chiens. Bousculade, bris de glace, jet de bouteille. On brandit le portrait de jeunes gens tués par d'autres policiers. Puis, les gendarmes finiront par évacuer les manifestants par la grande porte du palais de justice. À quelques mètres de là, les larmes d'une mère. J'ai confiance en la justice, avait-elle dit hier soir à la barre. Mais le verdict n'est pas celui qu'elle attendait. La cour d'assises a suivi la défense et non l'accusation. C'est un accident et non un meurtre. Verdict, 8 ans de prison. Je croyais à une vraie justice. Mais là, on vient d'assister à une véritable parodie de la justice. Une justice qui est purement et simplement raciste. Ça, je le dis. Je ne le cache pas. Soulagement en revanche côté défense qui avait plaidé la faute grave et qui comprend la déception des victimes. On les a peut-être un peu bercés d'illusions, c'est peut-être une erreur. Je comprends très bien ce désarroi, mais la justice, elle est ce qu'elle est, et elle doit être rendue d'une manière sereine, et je pense qu'elle l'a été. Et curieusement, l'accusation et l'accusé ont tenté cet après-midi de faire passer le même message. L'avocat général conjure les policiers de ne plus sortir d'armes de leur bureau dans un commissariat. Quant à Pascal Compin, il déclare que ce drame serve au moins de leçon à mes collègues. Ses derniers mots seront « plus jamais ça ». Présentation aujourd'hui de la grande réforme de la Poste, une réforme qui va toucher les 17 000 bureaux de poste en France. Désormais, ce seront les services financiers qui seront privilégiés par rapport à la distribution du courrier. Reportage Jean-Paul Chapelle, Jean-Louis Bousser. Un gestionnaire en patrimoine, c'est ce qu'on trouve ici à la Poste de Colombes, exactement comme dans une banque. Et dans ce petit bureau de poste nouvellement refait à Paris, on va recruter un deuxième conseiller financier. La Poste accentue son effort commercial et il se concentre sur les produits bancaires. Ce n'est pas uniquement la vente ou l'exploitation de produits financiers, c'est aussi du conseil à notre clientèle, du conseil au plus juste, parce que la Poste fournit, comme les banques, tous les services bancaires qui vont... comme les SICAV, comme les prêts épargne logement, comme l'assurance vie. Selon les syndicats, cette réforme de la Poste risque de se faire au détriment du courrier. Officiellement, aucune suppression d'emplois n'est programmée, mais la priorité donnée à la rentabilité inquiète les salariés. Il y a des menaces sur l'emploi parce qu'aujourd'hui, quand un service public ou une entreprise se restructure, concentre ses activités, il y a toujours des suppressions d'emplois. Et l'autre volet, c'est que la Poste veut adapter sa structure à la logique des marchés. Mais il est évident qu'à partir de là, si on s'adapte au marché, à la solvabilité des marchés, eh bien on va construire deux postes, une des riches et une des pauvres. Les syndicats ne sont pas les seuls à s'inquiéter de la réforme. L'Association française des banques aussi y voit une orientation malsaine. Les banquiers redoutent une concurrence déloyale de la Poste. Ils ont donc adressé aujourd'hui une mise en garde à l'établissement pour qu'il n'oublie pas sa mission de service public.
L'ARC a décoché quelques flèches vers le PS. Le remplaçant de Jacques Rosemary, Michel Lucas, a en effet confirmé hier soir avoir découvert que l'Association pour la recherche sur le cancer a bien contribué en 84 et en 85 et à hauteur de 13 millions de francs au financement de publications de municipalités socialistes. Ce soir, le PS dément vigoureusement avoir reçu le moindre centime de l'ARC. Enquête Jean-Daniel Fézaquier, Daniel Lefebvre. Pour son premier conseil d'administration, le nouveau président de l'ARC, Michel Lucas, avait hier peu de choses à dire sur son prédécesseur, mais quand même une confirmation à apporter. Jacques Rosemary avait bien dépensé 13 millions de francs en publicité dans diverses publications municipales, un argent qui aurait pu servir à des financements politiques. Il est certain qu'il y a eu 2 conventions passées en 1985 avec un organisme dont le sigle est l'OFRES, qui travaillait essentiellement pour des opérations publicitaires auprès de municipalités à majorité socialiste. Attention, je ne vous ai pas dit que le Parti socialiste était financé, je vous ai dit qu'un organisme de publicité travaillant auprès de municipalités à majorité socialiste avait bénéficié de 2 conventions importantes. C'est tout ce que j'ai dit. Les conventions avaient été signées avec cet homme, Hubert Haddad, dont le nom apparaissait également dans l'affaire du Carrefour du Développement. Aujourd'hui, au Parti socialiste, on réfute un quelconque financement par l'association caritative. Je voudrais affirmer solennellement que le Parti socialiste n'a jamais reçu le moindre centime de l'association de la recherche contre le cancer. Je voudrais ajouter qu'il n'y a aucun lien organique entre l'OFRES et le Parti socialiste. Il semble qu'à la fin des années 80, l'ARC ait eu des relations commerciales avec des organismes impliqués dans le financement d'autres partis politiques. Alain Juppé est en voyage d'affaires à Moscou. Le Premier ministre français, qui est accompagné en Russie par une trentaine de dirigeants de grandes entreprises françaises, a signé cet après-midi 5 accords destinés à relancer les relations économiques franco-russes. Sur place, Carole Comon, Georges Janssen. Donner un coup de fouet aux relations économiques franco-russes, c'était là le premier objectif de cette visite. Jacques Chirac avait donné l'exemple aux États-Unis. Accompagné d'une trentaine d'hommes d'affaires, Alain Juppé est venu à son tour vanter les mérites de l'entreprise France. La France veut un partenariat privilégié avec la Russie. Nous l'avons, je crois, sur le plan politique. Il faut que nous l'ayons aussi sur le plan économique. Le Premier ministre et son homologue russe, Viktor Tchernomyrdine, ont donc officiellement installé une nouvelle commission économique entre les deux pays, avec une innovation destinée à gagner des marchés, la mise en contact direct entre les chefs d'entreprise russes et français. Bonn, il y a 3 jours, Moscou aujourd'hui. Après 9 mois difficiles passés à la tête du gouvernement, Alain Juppé a manifestement choisi de prendre quelques distances et de renouer avec un domaine qui lui a plutôt bien réussi lorsqu'il en avait la responsabilité dans le gouvernement Balladur, les affaires étrangères. Alain Juppé qui ne rencontrera pas Boris Yeltsin, l'actuel président russe, 65 ans, est actuellement dans son fief de l'Oural où il a confirmé officiellement aujourd'hui son intention de briguer un second mandat présidentiel en juin prochain. Cela pour barrer la route du Kremlin au candidat désigné aujourd'hui par le parti communiste Gennady Zyuganov. La crise politique s'accélère en Colombie. Le procureur a en effet déposé aujourd'hui un rapport de 1000 pages précisant ses accusations contre l'actuel président Ernesto Samper, accusé d'avoir accepté l'argent des barons de la drogue pour financer sa campagne électorale. Reportage de nos envoyés spéciaux en Colombie, Bruno Ledreff, Philippe Jasselin. Le padré vient les voir 2 fois par jour. Guillermo Martinez-Guerra et Ingrid Betancourt sont en grève de la faim depuis 17 jours. Surveillés par des infirmières et des policiers, ces députés vivent jours et nuits au Parlement. Leur combat, s'opposer au président colombien Ernesto Samper, qu'ils disent corrompu par l'argent de la drogue. Tant qu'il y aura des politiciens en Colombie disposés à couvrir cette activité juteuse par ailleurs pour eux-mêmes, nous allons subir cette espèce de narcotisation de la démocratie colombienne. Le président Samper est un narco-président? Je pense que oui. Narco-président ou lié aux trafiquants de narcotiques, l'accusation est de plus en plus forte contre Ernesto Samper. Les rues de Bogota résonnent des cris de ses partisans ou des opposants qui réclament la démission du corrompu, surtout depuis que le trésorier de sa campagne électorale a révélé qu'il a reçu 30 millions de francs du fameux cartel de Cali. Pire, le 22 janvier, son ex-ministre de la Défense confirmait la provenance de cet argent. C'est avec regret que je dois reconnaître que oui, le président savait.
et qu'il est malheureusement lié aux irrégularités de la campagne électorale. La justice est saisie. Cet homme, le procureur Valdivieso, veut abattre le président colombien. Il vient de déposer au Parlement un dossier de plus de 1000 pages dans lequel il accuse son père d'enrichissement illicite, de faux et fraude électorale. Le procureur ne se déplace jamais sans une solide escorte. Sa vie est menacée, comme l'est celle de cette députée colombienne. Elle nous annonce sa démission de la commission d'enquête sur son père. Elle a peur. Ils sont allés jusqu'à menacer de mort mes enfants qui sont très jeunes et c'est pourquoi j'arrête tout. Le scandale du financement de la campagne n'est que la pointe de l'iceberg. La drogue et l'argent qu'elle génère se sont introduits partout. À Bogota, par exemple, ces immeubles chics sont surnommés narco-architecture. On estime que 35 milliards de francs d'argent sale sont lavés chaque année dans le pays. Si l'on en croit la télévision de Hong Kong, au moins 4 techniciens chinois ont trouvé la mort et des dizaines d'autres ont été blessés ce matin à la suite de l'explosion quelques secondes après son décollage de la fusée baptisée Longue Marche 3B, une fusée chinoise donc destinée à mettre en orbite un satellite de fabrication américaine. C'est le 4e échec en 3 ans pour l'industrie spatiale chinoise. Cette fusée est longue de 54 mètres et pèse 426 tonnes au décollage. Interrogés sur le phénomène de la violence à l'école, les Français mettent en avant, selon un sondage CSA publié par l'hebdomadaire La Vie, tout d'abord la démission des parents, puis le spectacle de la violence à la télévision. Le président du CSA, Hervé Bourges, a invité les responsables des différentes chaînes de télévision à faire des propositions sur ce sujet avant la fin de ce mois. Enquête, Marie-Pierre Farkas, Pierre Moscovici. Y a-t-il un lien direct entre cette scène et cette image? À force de regarder des feuilletons à la gloire de héros vengeurs et doués pour le karaté, nos enfants sont-ils devenus plus violents? Ce type d'image provoque comme l'habitude de manger très poivré. Après, ce qui n'a pas de poivre n'a pas de goût. En 20 ans, cette psychologue a vu arriver le mythe des héros japonais dans les dessins d'enfants. Toutes les maisons ont aujourd'hui des antennes, les petits se voient reliés par une sorte de cordon ombilical au petit écran. Sont-ils pour autant sous influence? Les psychologues que je connais autour de moi disent que la télévision ne rend violent que des enfants déjà violents. Ça agit vraiment à la marge, complètement à la marge. Je ne crois pas que ce soit la télévision qui va générer de la violence qui n'existerait pas. Test en grandeur nature. Jeudi 16h30, Séverine, 9 ans et demi, Thomas, 13 ans et demi, chez eux. Ils se projettent un inédit de Dragon Ball Z. L'histoire, c'est ils se battent un peu tout le temps. Il y a pas, quand on le regarde, il n'y a pas un moment où ils se battent pas. Mais à mon âge, on n'est plus des bébés, donc on sait reconnaître la violence de ce qui n'est pas violent. J'ai un copain, Patrice, et son copain Laurent. Eux, ils regardent souvent des films violents. Et Patrice, lui, il est nerveux et il imite, on dirait, il imite la télé. Ces enfants-là ne voient dans les histoires japonaises que des combats éternels entre les bons et les méchants. Quand on leur demande alors où sont les images violentes à la télévision, ils répondent unanimes dans les journaux télévisés. Hier à Strasbourg, les députés européens ont voté le principe de l'incorporation dans les futurs téléviseurs d'une puce électronique qui permettrait aux parents d'en quelque sorte filtrer les programmes trop violents ou pornographiques. Un système compliqué à mettre en œuvre et qui ne serait de toute façon réellement efficace que dans une dizaine d'années. Précision avec Patricia Charnolet et Vincent Maillard. L'idée des parlementaires européens est donc de doter les futurs téléviseurs d'un dispositif technique de filtrage des programmes. En clair, les parents choisiraient les émissions pour leurs enfants. L'expérience existe déjà au Canada. Les programmes sont classés par les chaînes. Chaque émission reçoit une note, par exemple de 1 à 3. 1, c'est peu violent, 3, c'est très violent. Grâce à un système électronique introduit dans le téléviseur qui déchiffre ce codage, les parents sélectionnent le niveau qu'ils jugent acceptable. Tous les programmes qui le dépassent deviennent invisibles. Un procédé qui est déjà très critiqué. Encore un élément qui va affranchir chacun des responsabilités qu'il doit assumer. Et ça, c'est pas bien. Je pense que dans ce domaine, chacun doit prendre ses responsabilités, le diffuseur comme le téléspectateur. La puce anti-violence n'est pas pour demain.
Elle doit affronter de nombreux obstacles, institutionnels et techniques. Rendez-vous peut-être dans au moins 10 ans. Un élève d'un lycée technique de Fontenay-sous-Bois a été condamné par le tribunal de Créteil à 1 mois de prison avec sursis et 80 jours de travail d'intérêt général, cela pour avoir proféré des menaces à l'encontre d'un professeur. Nous allons revenir sur ces problèmes de violence à l'école en compagnie de François Bayrou, le ministre de l'Éducation, invité spécial de Jean-Luc